Bonjour Sylvain, Bonjour. peux-tu te présenter en 2-3 minutes? Alors, je m'appelle Sylvain Brezard, j'ai créé une entreprise il y a maintenant un peu plus de 30 ans qui s'appelle Norcis, qui est une entreprise de services numériques orientée sur les nouvelles technologies. Juste pour l'anecdote, en 94, quand j'ai créé, il s'agissait d'essayer de connecter un ordinateur, un micro-ordinateur, à un système d'information. Tu vois où on en est aujourd'hui, tout se connecte, interconnecte, etc. Bref. Au-delà de ça, ben voilà, j'essaie de développer l'entreprise avec un modèle, sans doute qu'on y reviendra. Donc, ce qui m'a amené à faire une fondation d'entreprise, à créer une association pour les jeunes en rupture scolaire. Enfin voilà, j'essaie d'amener ma petite contribution à une société meilleure. Tout le monde parle de durabilité, mais pour toi, qu'est-ce que la durabilité? J'utilise jamais ce mot. C'est un mot qui est devenu un mot valise. Durable, développement durable. Donc, je vais quand même te répondre. Hein. Durabilité, c'est sans doute s'inscrire dans le temps. Je préfère le mot de la permanence, permanence, c'est-à-dire comment faire en sorte pour être permanent, mais tout en tenant compte du monde dans lequel on vit, et donc ne pas épuiser les ressources, qu'elles soient des ressources humaines ou des ressources, bien sûr, de la nature. Alors justement, tu as créé le modèle Perma-entreprise. Voilà. Peux-tu nous dire en quoi ça consiste? Alors, l'idée, c'est d'arrêter de parler de la RSE. Parce que la RSE, en 20 ans, et j'ai été quand même bien préoccupé de cela, franchement, on n'a pas amélioré les choses. Le monde a continué de se dégrader, la France, sur le plan social, environnemental. Donc je me suis dit, il faut prendre la chose autrement. Et le monde patronal, le monde des actionnaires, je pense qu'ils ouvrent les oreilles quand on leur parle de développement. Donc un nouveau modèle de développement de ton entreprise, dans lequel il va y avoir un certain nombre d'ingrédients, donc des principes éthiques, mieux prendre soin des femmes et des hommes, préserver la planète, créer de la richesse en fixant des limites et en leur redistribuant équitablement, qui est quand même le problème numéro 1 du monde. Il va y avoir des objectifs d'impact imposés autour de ces principes éthiques. Donc, tu vois, l'idée, c'est que finalement, si à un moment donné, il y a une préoccupation, par exemple humaine, elle soit intégrée dans le développement de l'entreprise. Ça ne soit pas quelque chose d'à côté, quelque chose de cloisonné, qui plus est sur la planète où on cloisonne énormément. C'est un peu en silo. La RSE, c'est qu'est-ce que vous faites pour la planète, qu'est-ce que vous faites pour les salariés, pour les clients. Moi, je ne suis pas en phase avec ça parce que tout est beaucoup trop interdépendant. Il faut avoir à chaque fois une vision globale. Alors justement, tu t'es inspiré du modèle permaculture. Comment tu as fait? Comment j'ai fait? En fait, c'est une intuition. Parce que je ne pratiquais pas la permaculture. Certes, avec notre fondation au Maroc, on pousse à l'agroécologie, mais ça n'allait pas là. Et en fait, comment j'ai fait? C'est que j'ai décortiqué le bouquin des fondateurs qui ont créé la permaculture en 1976. C'est-à-dire une époque où ils se disaient comment on va pouvoir nourrir toute la population du monde alors que les ressources se restreignent, la fameuse crise pétrolière. C'est vraiment d'où ils sont partis en fait. Hein. Ils sont pas forcément partis de la nature en tant que telle. Et donc, je me suis aperçu que c'était largement quelque chose au-delà de la production agricole et une production vertueuse, certes, mais c'était beaucoup plus global que ça. C'était une philosophie de vie. Et d'ailleurs, leur finalité, c'est de faire en sorte de rendre la terre habitable pour tous et entre autres de savoir s'alimenter. Donc j'ai découvert tout ça avec des principes éthiques, des principes de conception, des concepts de régénération des ressources, d'agencement d'écosystèmes. Voilà, quelque chose de très riche que j'ai essayé ensuite de retraduire pour le monde de l'entreprise et c'est pour ça que je l'ai appelé la perma-entreprise. Est-ce que la nature t'a apporté un enseignement particulier dans sa manière de se régénérer? En fait, déjà, ce qui est important, c'est de savoir que la nature s'est construite, s'est autorégulée, pendant des millions d'années. Et que finalement, aujourd'hui, dans notre monde, et qui plus est le monde de l'entreprise, on veut tout faire très vite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, la première chose qu'apporte cette réflexion autour de la nature, c'est de prendre conscience que pour que ça soit harmonieux, il faut se donner du temps au temps, et il faut faire en sorte que des adaptations, des mutations s'inscrivent tranquillement. Et si je reviens sur le plan humain, donc avec des conduites du changement qui prennent bien soin des femmes et des hommes dans l'entreprise et même à l'extérieur de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Après, la nature, par exemple, cette fameuse régénération, on s'aperçoit que effectivement,
ben voilà, si on ne trafiquait pas toutes les graines avec cette fameuse entreprise que je hais, eh bien, ça se régénère automatiquement. La nature a construit tout cela. Donc voilà, elle apprend qu'il faut essayer de faire les choses simplement, hein, et avec des concepts de régénération, l'agencement d'écosystèmes. Hein, effectivement, je plante un pied de tomate là, j'en plante un à 50 mètres, ça va pas faire les mêmes tomates. Pourtant, le climat est le même, on pense que la Terre est la même. Non. Eh bien, dans l'entreprise, c'est la même chose. Sur le plan humain, par exemple. Hein, on se ressemble, mais on porte pas les mêmes choses. Et tu vas peut-être courir plus vite que moi, mais moi je vais peut-être lancer quelque chose plus loin que toi. Donc c'est ça qu'il est intéressant, c'est vraiment de prendre en compte cette diversité qui nous entoure et de l'agencer, c'est-à-dire faire en sorte qu'on trouve des intérêts communs pour être ambitieux. Comment la nature est incarnée chez Norcis et comment on garantit qu'elle est respectée? Alors, c'est une très bonne question parce que on a commencé à s'engager vis-à-vis de la nature en 2007, premier bilan carbone. Donc, on a mené un certain nombre de projets pour réduire nos émissions, etc. Je parlais du télétravail en 2015. Et puis, notre chemin s'est amené à dire, mais comment faire en sorte que demain je suis plus là ou d'autres, que cette nature reste omniprésente dans les préoccupations de l'entreprise. Or, qui est souverain dans une entreprise? C'est l'actionnaire. Donc, on a fait en sorte que la nature devienne actionnaire de Norcis, puisse avoir un droit de vote dans son conseil d'administration, mais même plus loin, puisse avoir un droit de veto, en disant ce projet-là, j'interdis qu'il soit lancé dans ces conditions-là, retravaillez-le. Donc effectivement, là, l'actionnaire il y est, on peut pas le chasser, et effectivement, il a un pouvoir souverain puisqu'il va jusqu'au droit de veto. Et ce qu'on a fait en complément, parce que moi j'aime bien le monde d'équilibre, c'est qu'on a donné plus de pouvoir aux salariés au regard de la nature. Et là aussi, en formalisant les choses, c'est-à-dire que il y a des élus dans une entreprise, ça s'appelle le Conseil social économique. Eh bien, on l'a transformé en Conseil social économique et nature, en lui donnant des prérogatives sur l'analyse de nos bilans carbone, des actions qu'on mène, le leur au niveau des actions sociales, etc. Et en faisant aussi que dans ce CSN, il y ait un représentant de la nature officiel qui travaille avec le représentant actionnaire. Et comme on trouvait que c'était pas encore suffisant, eh bien on a fait en sorte qu'il y ait des représentants de la nature dans notre conseil éthique, dans notre comité de pilotage permanent entreprise, etc. Ce qui fait que ça fait un vrai collectif d'experts externes pour la plupart et qui va tirer Norcis vers le haut, vers des problèmes, des regards de prospective, etc. C'est le haut conseil de la nature de Norcis. Plus précisément, en quoi la permanente entreprise se différencie, se distingue de la RSE? La RSE est née au début des années 2000. Et en fait, son principe, c'est vraiment de raisonner par partie prenante. Et je reviens sur ce côté siloté. Hein, et tous les référentiels RSE, les labels, c'est qu'est-ce que vous faites pour chaque partie prenante? Qu'est-ce que tu fais pour la nature? Qu'est-ce que tu fais pour les clients? Qu'est-ce que tu fais pour les fournisseurs? Encore une fois, pour moi, ça, c'est pas suffisant. Ça ne peut pas fonctionner avec ambition parce que tout est beaucoup trop indépendant pour qu'on cloisonne. D'ailleurs, les labels ont une limite, hein, c'est que finalement, vous avez une très bonne note sur vos clients, vous avez une moins bonne note vis-à-vis des salariés. Si vous avez une bonne moyenne, ça marche. Non, le monde est trop aujourd'hui dégradé pour qu'on raisonne comme ça. Il faut vraiment être ambitieux sur toutes les problématiques, qu'elles soient humaines, sociétales, environnementales. Donc ça, je pense que la RSE est arrivée dans les années 90 aux États-Unis, très bien, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment passer à autre chose, c'est-à-dire cette vision globale de toutes les problématiques. Ça, c'est vraiment très très important. Et l'aspect, c'est que la RSE, elle est à côté du reste. Hein, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de directeur ou directrice de RSE. Il faut parler de développement de l'entreprise, du business, de sa finance, et il faut que finalement les problématiques sociales, etc., soient intégrées dedans. Donc la grande différence entre la perm entreprise et la RSE, c'est cela. C'est que la perm entreprise, c'est un modèle qui va réfléchir à votre développement d'entreprise avec son business, ses finances et puis ses enjeux sociétaux et environnementaux. Donc ça induit un nouveau mode de management des équipes? Nouveau, je sais pas s'il est nouveau, mais ça induit un management qui est une vraie préoccupation de l'humain. Une vraie, authentique. C'est dans beaucoup d'entreprises, tu es un bon commercial, allez, t'es directeur commercial, t'es manager.
t'es un bon ingénieur, allez, t'es directeur de la production. C'est-à-dire que les managers sont souvent désignés par des compétences techniques. Et après, on se dit, mince, ça marche pas bien. Mais oui, parce que en fait, pour être un bon manager, et c'est le premier critère Norcy, c'est en quoi tu t'intéresses aux autres. Et tu peux être un bon commercial, mais pas t'intéresser aux autres. Donc, tu seras pas un bon manager. Ou tu vas être un manager mécanique, c'est-à-dire qui va appliquer des règles, des process qu'on a établis, mais pas du tout incarner cette préoccupation humaine. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment essentiel. Est-ce que la perma-entreprise encourage la créativité, selon toi? Alors, derrière la perma-entreprise, il y a également une préoccupation qui est de chercher à anticiper des nouvelles tendances, des mutations, qu'elles soient technologiques, numériques, écologiques, qui va pousser à essayer de voir ce qu'on ne voit pas encore vraiment, le fameux signaux faibles. Et donc, pour concrétiser finalement le fait d'essayer d'anticiper, eh bien, effectivement, il va falloir être créatif, parce qu'on va explorer des nouvelles voies. Si je prends Norcy, tu vois, en 2005, on expérimente le CV anonyme pour lutter contre la discrimination. On crée des formations sur les stéréotypes, les préjugés. Voilà, parce qu'on voulait se préoccuper de ce problème social et anticiper des choses qui iraient de moins en moins bien. Mais je peux te dire la même chose en 2015, quand on s'est dit tiens, comment mieux baisser nos émissions pour le bilan carbone et comment amener encore davantage de dispositifs d'équilibre vie pro-vie perso, on s'est lancé dans le télétravail en 2015 et on a expérimenté et on a vu ses limites, on a vu comment parer ses limites, on a conduit le changement. Et ça, tu vois, ces expérimentations, cette créativité, souvent elle est gagnante. Je ne pensais pas que le 16 mars 2020, le télétravail allait s'imposer à tout le monde. Hein, je suis pas devin, mais néanmoins, on était sereins, nous, ce jour-là, par rapport à bien d'autres entreprises. Justement, quels sont les projets de transformation les plus marquants au niveau social, environnemental et économique que vous avez pu mener? Les plus marquants. Sur le plan business, économique, commençons par ça. Le modèle perma-entreprise et finalement sa permanence, c'est-à-dire comment l'inscrire dans le temps. La pensée unique mondiale, c'est il faut toujours être plus gros, plus gros, plus gros pour satisfaire les actionnaires. Si vous n'avez pas envie d'être plus gros, comment vous faites? Si vous dites finalement être plus gros, c'est sans doute racheter des boîtes, mais un jour se faire racheter. Et donc sur le plan économique, ce qu'on a lancé il y a une dizaine d'années, c'est cette ambition qu'on appelait tendre vers le haut de gamme. Parce que quand tu es dans le haut de gamme, on se fiche de ta taille. Parce que ton niveau fait que de toute façon ça va fonctionner. On va pas aller chercher une grosse entreprise en disant si ça vale pas le projet, je crains rien, j'aurais pris la plus grosse. Tu vois? Donc voilà, sur le plan économique et donc de business, c'est-à-dire nos offres produits, nos offres de services, ça c'est vraiment un virage très important qu'on a pris et qui s'est renforcé par le modèle PERMA en disant comment en plus les aligner, c'est-à-dire que le modèle PERMA pousse à aligner tes produits, tes services sur les principes éthiques. C'est-à-dire tu veux proposer une prestation d'informatique, d'ingénieur ou un projet que tu veux réaliser pour un client, en quoi cette prestation, ce projet va permettre de mieux prendre soin des hommes et des femmes, en quoi il va permettre de mieux préserver la planète. Voilà, ça fait évoluer également les offres. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, ça s'avère être une anticipation. Alors justement, selon toi, le modèle de la perma-entreprise est-il adaptable au secteur industriel? Si oui, quelles adaptations seraient nécessaires? Alors, est-ce que toute entreprise peut être éligible vis-à-vis du modèle? Non. Pour deux raisons. Il y a la raison qui est liée à ses actionnaires. Et si ces actionnaires ne partagent pas cette vision, il vaut mieux rien faire. Parce qu'on va faire rêver les salariés, parce que toutes les entreprises qui ont adopté le modèle disent en premier lieu quelle énergie ça génère, l'enthousiasme, voilà. Donc on va faire rêver les salariés et derrière, malheureusement, c'est pas du tout ce qui va se passer. Donc si les actionnaires, et le problème c'est que énormément de grands groupes ont des fonds, et des fonds qui sont très loin de tout ça, vaut mieux rien faire. Et la deuxième raison, c'est que il y a des activités, des offres de produits qui peuvent pas être alignées à ça.
Quelles sont, selon toi, les conditions de succès pour mettre en place la perma-entreprise? Ok. Alors, il y a déjà ce prérequis, la vision des actionnaires partagée. Après, les conditions de succès, c'est comment dirais-je, la méthodologie que j'ai proposée qui soit appliquée dans une démarche vraiment collaborative. Parce que c'est génial ce projet. Quels sont les projets qui peuvent embarquer une grande majorité des salariés? Il y en a pas. C'est très difficile d'en trouver. Alors que là, c'est logique. Quand les salariés croient dans ce que tu dis, c'est-à-dire croient que vraiment tu veux avoir cette préoccupation de mieux prendre soin des femmes et des hommes, de préserver la planète, ça peut fédérer énormément de salariés. Et ça, c'est génial parce que on sait bien que quand un grand collectif est en mouvement et plein d'énergie, l'entreprise va être plus performante. Donc ça c'est vraiment un point qui me semble clé. Et à l'inverse, les causes d'échec? Les causes d'échec, c'est de faire semblant d'adopter ce modèle de développement. Avec la perma entreprise, on peut pas être dans le washing. C'est-à-dire que il y a dedans des objectifs d'impact incontournables. Par exemple, sur l'employabilité de tous les salariés. Que fais-tu? Et c'est les salariés qui évaluent en quoi l'entreprise leur permet d'être plus employable. Voilà un exemple. Tu peux pas faire du washing là-dessus. C'est les salariés qui l'évaluent. Comment vois-tu l'évolution de modèle dans les années à venir? Voilà, lire dans la boule. En fait, l'évolution du modèle, je la sens pas immédiate parce que pour l'instant, on est plutôt sur un chemin d'essaimage du modèle. Hein, et plus il y aura d'entreprises et de variétés d'entreprises qui auront adopté, plus là, le modèle va prendre maturité. Mais sincèrement, il a déjà une très belle maturité. Alors, les principes éthiques, ils sont universels, ils s'inscrivent dans le temps, on ne va pas les faire évoluer. Ce qui peut évoluer, c'est ce qu'on appelle des principes de design. Hein, principe du design, c'est comment tu alignes ton offre, produit, service sur les principes éthiques. C'est comment tu fais pour régénérer les ressources que tu utilises, et moi j'insiste, notamment les ressources humaines. C'est sur un plan plus écologique, comment tu fais pour ne pas produire du déchet. Ça s'appelle des principes de design dans le modèle. Ça peut évoluer. Ça peut évoluer notamment par les questions que ça pose, parce que on voit bien que si le modèle avait existé il y a 20-30 ans, on n'aurait pas posé les mêmes questions sur les problématiques du déchet, sur les énergies renouvelables, etc. Hein, donc voilà, le modèle va évoluer à travers ces principes qu'on appelle de design et toutes les questions qui en émergent. S'il y avait une idée ou une phrase que tu aimerais que l'on retienne, ça serait laquelle? L'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, il s'agit de le permettre. Merci. C'est pas la mienne, hein. C'est Saint-Exupéry. Merci.